Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour le deuxième numéro de Catman Story. Et avec moi, toujours le béret, j'allais dire le béret le plus célèbre de France, mais t'as pas mis le béret aujourd'hui. Laurent Boucher, comment ça va? Ouais, écoute, ça va, Franck Roméo, je vais bien. Tout Mais va ouais, bien, le tout va bien. Ouais, béret. effectivement, le béret a été mis un peu au pressing, hein, parce qu'il faut quand même le nettoyer de temps en temps, en profondeur, comme on dit. Mais voilà, un petit chapeau. Alors ça, c'est une petite histoire, parce que c'est le chapeau de Rio, ça. Hein. Hmm. C'est le chapeau qu'on nous avait offert, en tout cas, pour l'ouverture des Jeux de Rio. Et voilà, quoi. Donc, c'est un chapeau que j'ai gardé, donc j'aime Eh le ben, mettre de temps en temps. à l'approche des JO, t'es dans le thème. Allez, avant de commencer, petit jingle. Eh ben c'est parti, du coup, podcast numéro 2. Au sommaire, on va revenir sur la petite polémique qu'il y avait eu autour des bandages du combat de Naoya Inoue lors du dernier championnat du monde. Voilà, petite polémique avec le camp adverse sur les bandages. On va revenir là-dessus, on va décrypter un petit peu tout ça. On parlera aussi des hématomes, notamment du combat d'Oscar Valdez, son dernier combat où voilà, il finit avec un bel hématome et on reviendra un petit peu là-dessus. Et en dernier, on aura un petit inside, Laurent, tu nous partageras ton voyage au Kosovo, aux côtés de Najib Mohamedi pour son combat, alors qu'il devait être une WBC Silver, et qui finalement s'est transformé en combat international. On abordera surtout les combats en extérieur, puisque ça s'est déroulé dans un stade. Donc on abordera voilà, ce sujet des combats en extérieur et un petit peu toutes les conditions changeantes que ça peut apporter. Ok, donc on attaque. Naoya Inoue, championnat du monde, donc son dernier combat pour les ceintures. Naoya qui du coup avait, enfin le coin adverse a fait un petit peu polémique. Je crois que c'était 24 heures avant hein, le début du combat où l'entraîneur de l'adversaire se plaignait en tout cas des bandages, comme quoi les bandages ne seraient pas homologués, alors, en tout cas que lui les jugeait trop durs. Voilà, il estimait que les bandages de d'Inoue étaient trop durs et que c'était notamment aussi une des raisons pour lesquelles il mettait beaucoup de KO. La petite polémique là-dessus, quand on y revient techniquement, et Laurent, tu vas pouvoir nous égayer là-dessus un petit peu, nous éclairer sur le bandage, donc avec les deux matières et le chevauchement des matières entre la gaze et le tape. Là, en fait, l'entraîneur se plaignait que le coin japonais mettait de la gaze, du tape et re de la gaze, re du tape, et donc ça aurait donné un effet un petit peu trop dur dans le bandage. Qu'est-ce que tu voulais ajouter là-dessus? Alors, oui, Franck, alors effectivement, c'est vrai que il y a des règlements hein, qui stipulent comme quoi on ne devrait pas, en tout cas, superposer ou faire des couches de gaz, TEP, enfin, gaz, TEP. Et effectivement, normalement, on se devrait on se devrait de le respecter finalement. Donc voilà, donc ça peut amener des polémiques comme ça. Alors après, est-ce que réellement ça a son importance? Ça, j'en suis pas certain de toute manière, dans la mesure où si ce n'est pas mis au niveau de la tête des métacarpes, il n'y a pas forcément de souci derrière. Alors là, il est évident que l'entraîneur avait devancé un petit peu le truc parce que c'est quelque chose que Inoue avait déjà fait auparavant. Et je pense qu'il a voulu faire un petit coup de pression finalement avant le Hmm, combat. Comme tu dis, hein, comme c'est tu ça, l'as un si petit bien peu dit, d'intox. 24 heures avant, voilà, un peu de l'intox, voilà, faites attention parce que en général, quand ils font des bandages, ils font ci, ils font ça, et ça a amené de la polémique tout simplement. Et la preuve, derrière ça, tout s'est bien passé. Finalement, quand on regarde bien, le jour du combat où il y a eu le bandage de fer. Alors, effectivement, Franck, comme on en a discuté ensemble il y a quelque temps, on n'a pas vu, en tout cas,
le cutman faire les bandages dans les vestiaires. Donc, mais s'il y avait eu une couille dans le pâté, hein, comme on dit, je pense que de toute manière, on en aurait entendu plus que ça derrière. Donc, ben voilà. Après, il faut suivre simplement les règlements. Et quand il y a un règlement, ben, on n'a pas le droit de faire cette procédure et il faut la respecter tout simplement. Ouais, effectivement, comme on le répète à chaque fois, même lors des formations, c'est toujours le règlement qui fait foi. Alors, il y a toujours un petit peu justement, ce débat entre le chevauchement, donc mettre d'abord sa gaze, ensuite du tape. Et c'est vrai qu'il y a des coachs qui parfois remettent de la gaze par-dessus la première couche de tape. Et ensuite, ils reviennent terminer avec du tape. Effectivement, comme tu l'as dit, si c'est pas fait au niveau de la tête des métacarpes, ça n'a pas pour effet vraiment de durcir plus que ça le bandage. En tout cas, c'est surtout cette zone qui va vraiment être importante ou vraiment qui peut provoquer forcément plus de dégâts. Mais le fait de le faire même sur le corps du bandage, ça peut du coup ne pas respecter le règlement. Donc effectivement, à chaque fois, il faut se reporter au règlement. Le problème là-dedans, c'est que tu as des règlements qui le stipulent et tu as des règlements qui ne le mentionnent pas forcément. C'est toujours un petit peu ce qu'on dit. Est-ce que vu que c'est pas marqué, c'est autorisé ou vu que ce n'est pas inscrit dans le règlement, c'est interdit? C'est toujours un petit peu tendancieux. On a mis là des images du coup dans le podcast où on voit donc il y a eu ce petit réel qui était fait je crois par Top Rank, hein, c'est directement Top Rank qui a mis ce petit réel justement parce qu'il y avait cette controverse au niveau des bandages où on voit le coach japonais donc d'abord mettre la gaze sur la main de d'Inoue et ensuite poser du tape. Sauf qu'effectivement, il met une seule couche de gaz. Alors, on n'a pas tout le bandage. C'est ça, en fait, qui est problématique. C'est qu'on n'a pas l'ensemble du bandage, mais on le voit mettre qu'une fine couche de gaz et ensuite directement à poser son tape. Mais si il n'a pas terminé son renfort au niveau de la tête des métacarpes, ça serait bizarre qu'il n'ait pas chevauché du coup sa gaze sur le premier tape qu'il est en train de mettre à l'image au niveau du poignet. Et donc techniquement, ça peut poser problème. Et il y a d'ailleurs des teams qui sont très à cheval là-dessus parce que on a eu récemment le cas où donc c'est une vidéo de Smith, c'est sur un combat où alors Liam Smith est dans le coin, hein, c'est pas le combat de Smith, mais en tout cas il est dans le coin, il va dans le coin adverse de l'Espagnol, il voit justement le coach faire ce chevauchement, hein, c'est-à-dire de mettre de la gaz et ensuite de remettre du tape. Et, euh, et du coup, il le stoppe et il lui dit non, c'est interdit. Il lui dit clairement, c'est interdit, vous pouvez pas faire gaz, tape, gaz et remettre du tape, c'est vraiment interdit. Et il insiste. Le coach au début, du coup, lui dit bah si, j'ai toujours fait comme ça, donc je vois pas pourquoi je continuerai pas à faire de la sorte. Et Smith insiste, il insiste vraiment sur le fait de dire non, c'est interdit, vous ne pouvez pas faire ça. Donc ils font amener les officiels et les officiels confirment la version de Smith. C'est-à-dire, ils disent au coach espagnol effectivement, c'est interdit de superpositionner, de faire un espèce de feuilletage gaz, tape. C'est d'abord toute la gaz et ensuite tout votre tape. Mais c'est stipulé dans le règlement espagnol, puisque j'ai été quand même consulter les règlements, hein, et dans le règlement espagnol, c'est inscrit, voilà, qu'on n'a pas le droit de chevaucher. Il y a des règlements dans lesquels c'est pas inscrit. Le règlement japonais, par exemple, c'est pas inscrit. Donc on peut aussi laisser sous-entendre que c'est peut-être aussi autorisé. Donc ce débat-là, il est toujours tendancieux, mais du coup, ça aurait été marrant de voir Smith dans le coin d'Inoué, dans le vestiaire d'Inoué. Du coup, est-ce qu'il aurait fait la même polémique? Parce que c'est vrai que c'est quand même très litigieux de faire ce feuilletage. En tout cas, nous, c'est jamais ce qu'on dit de faire en formation et globalement, c'est souvent refusé par les officiels. Euh, dès qu'on met toute la gaz, il faut mettre uniquement le tape et il y a rarement des officiels qui l'autorisent. En tout cas, à l'échelle internationale, c'est rarement autorisé, hein. Voilà, mais carrément. Après, c'est à l'appréciation du superviseur, parce que même si des fois il y a des règlements, il y a des superviseurs qui sont un peu plus souples aussi et qui laissent un Mm. peu, qui laissent faire. Mais de toute manière, alors moi j'ai une anecdote comme ça à Philadelphie sur le championnat du monde de dos Gumbu, Mhm. où pendant que je lui fais le bandage, justement, le superviseur donc forcément vérifie, il est là, il est présent avec la partie adverse, et on travaille avec des gauzes de différentes dimensions par moment. Alors moi, ça m'arrive quelquefois, par exemple, lorsque je veux recouvrir l'épaisseur de la tête des métacarpes, enfin la protection de la tête des métacarpes, je vais utiliser une gauze plus large
que celle que je vais utiliser qui est de 5 centimètres. Donc, je vais prendre du 7 centimètres, des fois ça arrive, pour que ça soit plus large et que ça renforce un peu mieux la protection. Et en général, ça a toujours fonctionné. On m'a rarement fait une remarque, en tout cas là-dessus. Et là, ce superviseur-là, ce jour-là, a refusé complètement que j'utilise cette dimension-là. Alors, je lui explique hein, que bah, c'est con parce que c'est de la gaze, c'est pas une matière Ouais, différente de celle que j'ai utilisée pour envelopper la main, mais voilà, mais il ne voulait rien entendre. Et c'est fou ça, Franck, parce qu'il ne voulait rien entendre. On avait beau lui expliquer, mais parce qu'il avait décidé à ce moment-là que ce métrage pour lui n'était pas, comment dirais-je, autorisé. Et voilà, donc bah, après on est obligé forcément de le respecter, hein, on va pas aller au-delà. Mais là, c'était même pas la partie adverse, c'était le superviseur. La partie ouais, adverse n'avait rien dit. Hein, et tu vois, et c'est ça, c'est tout là sa subtilité finalement, parce que on peut penser que c'est la partie adverse qui va mettre des coups de pression. Non, faut pas faire ça. Non, tout ce que tu as fait, c'est pas bon, il faut refaire, etc. Et des fois, c'est le superviseur, alors que la partie adverse n'y voit pas d'inconvénient finalement. Donc, comme tu l'as si bien dit, des fois, ce n'est pas dans le règlement, mais ça peut être aussi à l'appréciation des responsables enfin des responsables des superviseurs et des officiels. Donc des fois, il y a des comme ça, des petites choses qui sont pas cohérentes, on va dire. ouais, c'est ça. T'as l'impression il y a les mœurs, comme on dit, puis il y a le règlement. Et parfois, effectivement, hein, ça peut être à l'initiative, comme tu le dis, des officiels et pas de la partie adverse. Moi, j'avais eu le cas de figure aussi avec Nordine ou Bali pour son championnat du monde, où voilà, on mettait des renforts de gaz au niveau de sa tête de métacarpe et l'officiel WBC nous dit non, ça vous n'avez pas le droit. Alors que c'était des choses qui avaient été tolérées sur les championnats du monde précédents. Mais là, ce jour-là, il voulait pas. Et même Nordine ne comprenait pas pourquoi, donc on a avisé et on a mis des renforts vraiment à plat parce qu'il voulait pas que la gaz soit roulée. Et c'est vrai que parfois, voilà, il y a des officiels qui veulent pas que la gaz soit roulée. Mais voilà, d'un combat à l'autre, tu as l'impression que selon l'humeur ou on sait pas, selon l'officiel aussi sur lequel on tombe, hein, il y a des officiels qui sont peut-être plus à cheval que d'autres, espèce de voilà de trucs sur lesquels ils veulent pas passer. Et donc du coup, faut improviser un peu sur place. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant sur des championnats du monde, tu vois, qu'il n'y ait pas de vraies règles unifiées un petit peu. Un petit peu comme en MMA où tu as les règles unifiées du MMA, bah là tu vois un petit peu un règlement unifié sur les bandages, là, en boxe anglaise, ou voilà, feuilletage, c'est interdit ou c'est autorisé, quoi. Mais tu peux pas avoir des cas de figure où on te laisse faire le feuilletage et puis des cas de figure où, enfin, tu vois, ça fait bizarre en fait. C'est-à-dire que suivant si tu fais un WC, un WBA, là t'auras le droit, là t'auras pas le droit, ça fait presque pas pro finalement. Tu vois. Et on parle de championnat du monde, donc c'est vrai que c'est un peu, voilà, moi tu me connais, c'est vrai que j'aime bien aller fouiner les règlements, etc. Et il y a des zones d'ombre, toujours des zones d'ombre un peu comme ça. Et donc, tu sais jamais à quelle sauce, entre guillemets, tu vas être mangé parce que bah, la force d'un cutman, c'est toujours de s'adapter. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, voilà, d'un coin comme Smith où il met la pression, et là, du côté de Inoue, on suppose quand même qu'il a dû le faire, ce fameux feuilletage. Peut-être pas au niveau de la tête des métacarpes, mais au niveau du poignet, il y avait très peu de gaz. Donc, voilà, bon, après, le coach américain, en l'occurrence, a rien dit et le combat s'est fait, Ah, quoi. t'as vu quand on voit la photo qu'on a mis tout à l'heure, on voit que le feuilletage il a été fait au niveau du poignet déjà à la base. Hmm, c'est Quand on ça. regarde bien la photo, c'est au niveau du poignet, c'est pas au niveau de la main en elle-même ou de la tête des métacarpes. Donc c'est vrai que moi je n'y vois pas forcément. Alors après, quel est l'intérêt de faire un feuilletage? Ouais. Franchement, En fait, il faut je trouver vois l'intérêt. que Ouais. voilà, il faut trouver l'intérêt. Moi, je pense que c'est vraiment plus simple de mettre de. Alors pourquoi on met de la bande? À la base, c'est pour éviter justement de mettre du tape collant à même la peau, hein. Et c'est plus agréable pour le boxeur parce que le tape, bah, il y a quand même une certaine rigidité. Hmm. C'est un peu comme un strap. Des fois, ça peut être trop serré, ça peut être désagréable hein, sur un 12 rounds. Donc, je pense que mettre une gauze, ça va permettre justement de faire en sorte que le tape qui colle ne colle pas directement sur la main et soit plus souple en tout cas sur la gauze. Donc il y a aussi un intérêt. Et puis, comme on le disait, Franck, voilà, et c'est toujours pareil. Lorsqu'il y a des gros combats comme ça, il y a quand même des rules meetings. Et dans le rules meeting, c'est là où on doit déterminer ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Je veux dire,
Ça, c'est une évidence. Toi et moi, on a souvent fait des combats à l'étranger ou des combats importants. Il y a toujours eu un rules meeting et c'est toujours là qu'on a pu décider à quelle heure commençait le bandage, qu'est-ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Est-ce qu'il y a la possibilité peut-être de faire un strap sur une main d'un combattant J'allais y qui venir. a des douleurs, voilà, ou qui a des problèmes d'articulation du poignet, ou j'en sais rien, bah, c'est le cas de Pacquiao. Pacquiao, lui, à chaque fois, fait un tape sur sa main, enfin un tape, met du tape, pardon, à même la peau, et personne ne lui dit rien, parce que Mm. ça a été défini auparavant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il faut truc. Et il y a une dernière chose, Franck, sur ça, moi, sur laquelle j'aimerais rebondir à ce niveau-là, c'est des pressions qui sont énormes. Et ce qu'on est en train de dire là tous les deux, c'est que tout ça souvent se passe dans les vestiaires où la pression est déjà à son apogée. Et c'est Et là où ouais, c'est important d'avoir des cutman expérimentés et qui sont déjà passés par ces cas de figure-là pour gérer ce stress et ne pas le transporter à la team ni au boxeur. D'où l'importance dans des gros combats. Et ça, je m'adresse particulièrement aux teams qui ont des boxeurs de très haut niveau et qui vont faire des combats importants, de d'aller, comment dirais-je, de travailler en collaboration avec un cutman expérimenté, parce que ce cutman-là va leur amener aussi quelque chose d'important. Voilà. Alors, il faut prendre son temps. Et il faut, pour les cutman, alors je m'écarte un petit peu, mais ça revient un peu dans le thème, que bah oui, au moment où complètement. ils apprennent leur métier, qu'ils font du terrain, avant d'aller faire des gros combats, d'accepter de faire des gros combats, bah d'apprendre leur métier et de prendre le temps d'apprendre leur métier. Voilà. Et ça, c'est un coup de gueule un petit peu que j'ai, parce qu'il y a des teams professionnels qui ont des boxeurs de très haut niveau qui vont aller prendre un cutman un peu moins expérimenté parce que ça va leur coûter moins cher. Hein. Non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Hein. Ça, c'est pas un pic, c'est juste expliquer qu'à un moment donné, dans le haut niveau, on doit se donner tous les moyens de réussir. Et des fois, ça passe par cutman. Et pour ça, il faut quelqu'un de très expérimenté pour avoir le petit plus. Yes. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et dans cette expérience, tu as aussi les catman qui mixent parce que tu as beaucoup de catman qui font de l'anglaise et du MMA hein, aujourd'hui. Voilà, hein, c'est beaucoup de catman pratiquent les deux et t'as pas les mêmes règlements. Donc faut pas prendre l'habitude de travailler d'une certaine manière et d'appliquer la même dans l'autre. Et tu parlais à juste titre du tape à même la peau pour faire un strap. Euh, tu sais que l'autre fois, quand il y avait le championnat du monde du Zik en sous-carte, j'ai vu un boxeur, alors je sais plus le nom, et bah le coach commençait à faire un strap direct à même la peau, alors que généralement en anglais c'est interdit, sauf si ça a été vu avant dans le rules meeting. Je ne crois pas que c'était un combat à titre où il y avait peut-être pas eu de rules meeting non plus, mais peut-être que voilà dans ses mœurs c'était autorisé et donc le coach faisait ce strap, mais t'as pas le droit en anglaise. Là où tu peux le faire en MMA, sur la règle unifiée, c'est autorisé, tu n'as pas le droit en anglaise. Donc, effectivement, tu as toujours ces deux cas de figure où il faut vraiment s'adapter. Et c'est pour ça que tu fais bien de parler d'expérience, parce que voilà, il faut vraiment connaître les règlements et avoir l'habitude de travailler de telle ou telle manière en fonction du règlement. Ah ouais, tout à fait. En plus, tu as vu, souvent, on s'attache à dire, et encore plus dans nos formations, hein, à dire qu'il faut respecter les 2,5 cm au-dessus de la tête des métacarpes, etc., 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 parce que c'est comme ça dans les règlements par moment, quand c'est stipulé en tout cas. Et on s'aperçoit aujourd'hui que rien n'est respecté finalement. Parce que sur la 80% des bandages, il n'y a pas ces 2,5 cm qui sont respectés. C'est souvent très proche de la tête des métacarpes. Et de plus en plus. Et même dans le très haut niveau. Même dans le Ouais. très très haut niveau. Et ça, bah, et voilà, ça confirme un petit peu dans ce que tu disais tout à l'heure, finalement. C'est que, OK, il y a un règlement, mais il y a des fois des choses qui sont pas dites, mais qu'on a l'habitude de faire, donc il faut les respecter quand même, parce que ça a été dit comme ça. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus cette, ce truc précis, on va dire, tu vois, qu'on n'est plus obligé, en tout cas, de le respecter plus que ça. Alors, tant que ça va pas sur la tête des métacarpes, il n'y a pas de souci. Mais si c'est juste un petit peu au-dessus, bah, en règle générale, il n'y a pas de remontrance là-dessus. Hein. Mm. Non, non, Et, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'une harmonisation générale, je trouve que ça pourrait être intéressant, tu vois. Que tout tout le à monde fait. harmonise un règlement. Alors, c'est pas évident, c'est pas les mêmes fédérations, ils ont pas les mêmes
intérêt, mais harmoniser un petit peu. Voilà, ils font bien les championnats du monde unifiés où tu as les quatre ceintures en jeu. Il faut harmoniser tout ça, quoi. Harmoniser ce truc. Tu peux pas avoir un peu des règlements suivant des mœurs ou voilà à la bonne humeur de l'officiel, quoi. Donc Je suis c'est d'accord sûr. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais après, il y a tellement, encore une fois, de choses à faire dans la boxe. Et d'ailleurs, c'est tellement compliqué, des fois, à comprendre, mais à tous les niveaux. Mais c'est là où tu vois pourquoi le MMA prend un peu plus son essor. Pourquoi machin? C'est parce que les règlements sont simples et stricts Et clair. et clairs, tout simplement. Et que, comme tu le disais, que ça soit l'UFC ou que ça soit autre chose, on s'adapte à un seul règlement et tout le monde doit le respecter. Et c'est ça qui est intéressant et qui est précis. Voilà, en boxe anglaise, on a un problème des fois où on manque de précision finalement Mm. sur les règlements et sur la façon de faire. Donc on fait un petit Ouais. peu les choses comme on l'entend des fois par moment. Ah, c'est pas bâti sur le même modèle, quoi. Là où tu as Ouais. une ligue qui va régir, là on est sur des fédérations. Puis ça se multiplie, on parle des quatre majeurs, mais tu as aussi les autres, donc qui se calent généralement sur ce que font les quatre grandes fédés, mais ouais, c'est un peu moins harmonisé, et donc, du coup tu te retrouves avec ce genre de petites polémiques la veille d'un championnat du monde, quoi. Ça sert Bon, en l'intox, même hein. temps, Ça peut ah oui, déstabiliser en même temps, tant mieux, hein. Bon, ça l'a voilà. pas plus déstabilisé que ça, parce que le résultat a été la même, hein. Il a pris KO Le quand même. résultat, c'est le même. Donc, tu vois, l'effet escompté n'a pas été là, quoi. Mais il y a moins de Mais polémiques là, avec les cutman en MMA. Tu as vu, en général, bon, ils viennent, ils font leur bandage. Il n'y a jamais eu, en tout cas, je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait eu un souci de bandage dans le MMA, finalement. Je sais bah, pas, je pense pas, hein. c'est la différence d'avoir des cutman pris par l'organisation Tout à à fait. la différence de l'anglaise où c'est chaque team qui fait un peu comme elle l'entend. Et donc, chaque team doit s'adapter à un règlement, alors que là, finalement, le cutman qui est pris par l'organisation, bah, il va travailler selon les règles de l'organisateur, puisque il intervient dans ce contexte-là, tu vois. C'est pour ça que voilà, c'est vraiment pas comparable, en fait, le fonctionnement de, Non, tout à des fait. sports pieds-points, boxe, kick, etc., et du MMA, quoi. Parce que, parce qu'ils travaillent tous de la même manière. C'est vraiment, c'est harmonisé, tu vois, alors que pas en anglaise. Et c'est pour ça, mais le cas de Smith, on en avait parlé, hein, parce que tu me l'avais envoyé, ce réel-là. Et donc, on voyait Smith vraiment insister sur le feuilletage, quoi. Et le coach avait fini par le refaire. Et donc là, quand on a eu ce débat avec Naoya Inoue, tu te dis, bah, il y a encore ce fameux problème de feuilletage, pas feuilletage. Bon, on en est encore Mais là. après, en même temps, Franck, j'aimerais dire aussi, en même temps, ça fait partie du jeu aussi, tu vois, ça fait partie Ouais, du bien truc. sûr. Et c'est ça aussi qui est beau dans le sport, c'est que, et encore plus dans les sports de combat ou dans la boxe anglaise, c'est-à-dire qu'il y a des pressions, que ça soit la pesée entre les boxeurs. Enfin, il y a plusieurs combats en fait dans l'histoire. Il y a la pression entre les boxeurs, la pesée, le face-à-face. Après, il y a la pression entre les cutman, le machin, le truc, le superviseur et les entraîneurs. Enfin, tu vois, c'est des guéguerres un peu de partout. Et c'est ce qui amène son petit plus. Et alors, sur le moment, ça peut être des fois très emmerdant, très chiant. Mais en même temps, après, avec du recul, as vu, tu penses à ça et tu dis, putain, ah ouais, il m'a fait chier celui-là. Ah putain, c'était pas facile. Ah putain, si. Ah, c'est comme moi avec alors j'aime bien parler de ça parce que pour moi, c'est tellement extraordinaire parce que j'ai tellement de respect pour ce monsieur-là, ce grand monsieur-là, Emmanuel Stewart, quand je vais dans le vestiaire pour surveiller les bandages et que je me dis, bah voilà, on est dans le haut niveau, à un moment donné, on va mettre une pression. Moi, on m'avait mis la pression dans les vestiaires quand je faisais le bandage de Morlaix. Et alors, je répète souvent ça, ça doit peut-être me saouler les gens, mais parce que c'est tellement fort ce truc-là et que comme j'ai aussi envie de me venger, mais en même temps j'ai du respect pour ce grand monsieur, ce maître de l'art de la boxe, mais j'ai envie aussi à un moment donné de lui rentrer dedans, quoi, de dire voilà, hey, mec, ton truc, et puis même s'il y a rien, enfin, tu vois, c'est super drôle finalement, et ça fait partie de, du jeu, ça fait partie de. Donc en même temps, je me dis si on enlève tout ça, bah après, on devient, tu vois, mécanique, quoi. Tu vois, les robots, alors tu fais le bandage, tu suis, machin. Enfin, tu vois, il y a plus ces petits trucs en plus qu'on retrouve dans l'anglaise et qui sont assez drôles, finalement. Les anecdotes, Ouais. Franck, et t'en as eu plein aussi, hein. Il Le y en a, Cutman en mais tu te rappelles anglaise. celle qu'on a eue tous les deux? C'était à Levallois, Oui, je me souviens, un WBA. mais dans le MMA, ils en ont pas. Dans le MMA, ils en ont pas beaucoup, des anecdotes. J'en Ouais. suis pas sûr Ah, par rapport à pas nous. sur ça, je pense pas, hein. Pas sur Pas ça, non, sur non, ça, c'est en fait. clair. Mais pareil, on avait un WBA, même officiel. Il m'avait interdit un procédé, quoi, sur le bandage, qu'il t'avait laissé faire. Le procédé était bon, parce qu'on avait toujours fait comme ça, tu vois. Ouais, Ben, moi, il me l'avait interdit, et toi, il t'avait rien dit. ouais. Je t'avais dit, Alors, soit il mais avait pas vu.
vous l'avez pas vu, Je sais pas, il y a eu un truc bizarre, hein, mais parce que je t'ai demandé après, je dis, mais il t'a fait faire ça? Bah non, bah moi je sais pas, il avait pas voulu. Bon, écoute, après, Bon, je c'est l'ai pas l'avantage. payé, Franck, hein, j'ai pas Ouais, payé c'est ce l'expérience, super c'est doubleur, hein. l'expérience. Un Non, peu non, je l'ai pas, il n'y avait favoritisme. pas de super de super, hein. Je te l'assure. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, les bandages, il y a beaucoup. Et d'ailleurs, à chaque fois que souvent il y a eu des polémiques, ça a souvent été par rapport à ça. Comme la polémique qu'il y avait eu à l'époque avec ce grand boxeur mexicain, Eric Morales. Oui, Il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est lorsqu'il a rencontré Manny Pacquiao et où on avait dit qu'il avait soi-disant mis du plâtre au niveau de son bandage par hmm. rapport à la tête des métacarpes, etc., etc. Il y avait eu une super polémique là-dessus, hein, Je crois que c'était contre à l'époque. Koto, mais oui, oui, il y avait la polémique, ouais. Ouais. Ouais, ou Cotto, ouais, ou Cotto, Hmm. ouais, ouais. Il y avait aussi Cotto, il me semble. Alors, je sais plus si c'est avec contre Manny Pacquiao ou Cotto, mais tu as peut-être certainement raison. Il me semble que c'est plutôt Cotto. Enfin bref, en tout cas, c'était bien Eric Morales. Il y avait une grande polémique, ça avait fait une histoire de Ouais. dingue là-dessus, où on l'avait accusé d'avoir triché, que son cutman ou son entraîneur avait mis du plâtre carrément sur la tête des métacarpes, etc. Bon, après, moi, je suis partagé un petit peu avec ça. Moi, je pense que c'est plus au niveau des gants que du bandage, finalement, pour finir là-dessus. C'est que, et c'est pour ça que tu regardes, il y a des marques de gants comme Grand Reyes, qui sont des gants qui sont très durs et qui font très mal. Que tu aies un bandage ou pas, de toute manière, le gant est fait de telle façon que forcément, quand tu reçois le coup, ça fait très mal. Voilà, alors le bandage est plus là, et ça, on essaie de le répéter à chaque fois pour Hmm. protéger la main du boxeur, hein. On est bien d'accord. Alors oui, ça amène le petit plus si le bandage est bien épais, qu'il épouse bien l'intérieur du gant. Donc ça fait un peu plus compact finalement. C'est le côté compact de l'association du bandage et du gant qui vont faire la différence, certainement, et en fonction, comme je disais, des marques. Mais c'est pas parce qu'on aura mis du plâtre dans un bandage, tout en sachant que même le boxeur, qui lui aura un bandage trafiqué avec du plâtre, va plus s'abîmer la main qu'autre chose Et ouais, finalement. ça va Il avec, va hein. plus avoir de risque de se péter la main, hein, que si il en a pas. Donc voilà, je pense que il faut bien réfléchir à ça. Et nous, on a été capable de l'analyser finalement et de l'expliquer comme on vous l'explique là aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, les bandages, c'est toujours très compliqué de toute manière. Mais c'est ce qui fait sa, Son son charme, histoire, son charme. Voilà, je cherchais le mot. Merci Franck. c'est ça. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour hein, sur ce sujet. De toute façon, ça restera un petit sujet polémique, mais en tout cas, voilà, on a donné un peu de précision sur le pourquoi du comment. Autre chose qu'on voulait voir dans ce podcast, on voulait revenir un petit peu sur le dernier championnat du monde de WBO d'Oscar Valdez, qui du coup pendant ce combat finit avec un hématome assez important. Euh, bon, il finit carrément avec l'œil fermé. Bon, pour avoir revu un petit peu le combat, voilà, on a encore un glaçage tardif. Et du coup, autant sur des combats ou des vrais chocs de tête où l'hématome apparaît quasiment instantanément, bon bah là, effectivement, ça devient compliqué. Autant là, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui est apparu round après round après round après round, et tu finis avec l'œil fermé. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'éviter ce genre de truc? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre aux Mexicains? Euh, Qu'est-ce que toi t'en penses, même si voilà, l'idée c'est pas forcément de, de descendre le coin, mais est-ce qu'on peut éviter quand même ce genre d'hématome? Ben, moi, je me dis souvent chez les boxeurs mexicains, on connaît l'engouement qu'ils ont. Ce sont souvent des combattants de fous. Ce sont des boxeurs très offensifs, donc ils vont souvent à la bagarre, ils vont souvent ils travaillent souvent dans la puissance, dans la force, et il est évident que moi, c'est un constat que j'ai fait. Souvent, les boxeurs mexicains sont souvent abîmés quand on regarde bien. Ils sont souvent abîmés parce qu'ils se donnent sans compter.
quand il faut aller dans des espèces de guerres où c'est du à toi à moi, où on va montrer que c'est nous les plus forts, bah, ils sont très bons là-dedans, ils sont très forts. C'est ce qui fait leur force d'ailleurs, hein. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que pour parler des boxeurs mexicains, ben, c'est souvent leur engagement, en tout cas physique, qui vont faire que forcément, ils vont certainement des fois prendre plus de risques et forcément bah, être touchés. Alors, ça ne veut pas dire que parce que on est touché qu'on est en dessous, mais voilà, ils sont plus propices justement aux blessures et aux hématomes. Voilà. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, Franck. C'est vrai qu'effectivement, on n'est pas là pour descendre ce que les cutman font ou les entraîneurs, parce que des fois, il y a des entraîneurs font office de cutman aussi également. Mais, mais c'est vrai que le froid, on le sait très bien que sur un début d'hématome, et tu l'as dit, tu l'as bien dit il y a quelques minutes, mais c'est pas comme s'il y avait eu un choc de tête et puis l'hématome, il est tout de suite très violent d'un Ben coup, ouais. tu vois. Euh, Là, c'est la répétition des coups sur la zone abîmée, pour souffler, qui vont faire que l'hématome grossit au fur et à mesure. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir prendre en charge très rapidement l'hématome avec la seule solution qu'on a à ce moment-là, c'est le froid finalement, hein. Le froid, alors après, c'est le matériel qu'on va utiliser. Ça peut être une poche de glace, ça peut être un fer, ça peut être voilà, ce genre de choses qui vont faire en sorte en tout cas que l'hématome ne continue pas d'évoluer, même s'il sera toujours là finalement, hein. Il ne partira pas par enchantement, mais voilà, c'est peut-être au fur et à mesure des rounds, des minutes de repos, où là, on doit être très efficace à ce niveau-là et refroidir au maximum, en tout cas, la zone endommagée. Mm. Ouais, puis je pense que à partir du moment où, comme tu l'as dit, bah déjà les boxeurs, qui plus est les Mexicains, ils sont très généreux. Voilà, on sait qu'ils sont durs au mal, mais ils prennent des coups parce qu'ils en donnent beaucoup. Voilà, c'est pas des boxeurs hein, qui reculent, hein, c'est pas l'école. L'école, c'est quand même d'aller au charbon. Derrière, dans le coin, tu te dois d'être un peu préventif, tu vois, et de glacer, de refroidir. Et même si tu constates que c'est uniquement rouge et pas encore gonflé, tu peux peut-être un petit peu anticiper, tu vois. Surtout que pour avoir revu donc tout le combat, il y a pas de prévention. Tu vois, on attend vraiment que l'hématome soit bien gonflé, qu'il commence à fermer l'œil pour intervenir. Et en plus, l'intervention, elle est légère parce que on l'a vu hein, à la fin du combat, ça a gonflé dessus et dessous, et c'est glacé qu'avec un seul fer. Donc tu vois, même après, dans le, la façon de refroidir et de glacer, ça n'a pas été assez large en fait, tu vois. Donc, et souvent, on a effectivement cette culture un peu minimaliste dans les coins mexicains. Alors peut-être parce que voilà, c'est aussi un lien de cause à effet. Les boxeurs sont durs au mal, ils vont à la castagne, on a moins besoin de les soigner, alors que finalement, bah, ils en ont aussi besoin. On a aussi des coachs qui délèguent pas trop. Coach mexicain, voilà, ça aime bien mettre la vaseline, ça aime bien un peu tout faire, tout gérer. Euh, Tu vois, c'était le même coach hein, que le coach de Canelo. Euh, et c'est vrai que sur ça, bah, c'est dommage. Tu peux l'éviter finalement, ce genre de truc. Alors après, est-ce qu'il aurait gagné ou pas? Ça, c'est encore un autre débat. Je pense qu'il y avait la place. C'était un combat qui était quand même assez serré, assez rude. Euh, mais tu vois, sur ce genre de combat qui est un petit peu comme ça, où ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, tu te dis, bah là, il perd du champ de vision, il perd du champ de vision, il prend des coups dans un championnat du monde, ça peut faire la différence à la fin au niveau du score. Donc, tu vois, c'est dommage ce genre de choses. Je me dis, les Mexicains, des fois, ils se mettent un peu des balles dans le pied. Alors, pas que les Mexicains, mais souvent, moi, je le vois vraiment dans cette école-là. Et tu vois, Canelo, il a vraiment de la chance d'avoir de super atouts défensifs. Parce que s'il prenait plus de coups, je pense que des fois, il aurait pu être pénalisé par ce genre d'hématome, quoi. Et alors que de la glace en prévention, finalement, ça coûte pas grand-chose. Même le faire en prévention, ça coûte pas grand-chose de le mettre. Si tu vois que le combat, il est engagé, tu peux refroidir. On le voit beaucoup, hein. Moi, je sais qu'à titre perso, je le fais beaucoup. Je glace en prévention. Je vois pas mal Jacob Durand aussi le faire avec ses fameuses poches de froid. Euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de pas attendre que l'œil soit comme ça. Il y a des cas de figure où tu peux pas, notamment bah, un peu plus en MMA où tu peux avoir des coups de coude, vraiment des coups marquants qui font que l'hématome, je repense, j'ai en tête, tu dois t'en souvenir, un des derniers combats de Lucie Berthaud où elle finit, il te rappelle, avec un œil énorme.
bon, bah là, voilà, l'hématome, il vient quasiment instantanément et c'est compliqué. Là, tu peux pas. Là, tu es sur le fait accompli. Mais dans ce cas de figure, tu peux quand même essayer d'empêcher de finir vraiment le combat avec l'œil fermé, quoi. Donc, sur un WBO, c'est quand même dommage. Ouais, ouais. En fait, ce que tu veux dire, c'est que dans ce genre de combat où on sait que ça va être un combat engagé, où il va y avoir une guerre, une bataille, où beaucoup de coups vont être échangés, quand tu sais que tu décèles en tout cas qu'il y aura ça et que ça va être ça tout le combat, et ben en prévention, il faut se dire je vais quand même glacer même s'il n'y a pas de d'hématome dans l'immédiat, mais je vais préparer le terrain parce que je sais que ça va être un combat difficile. Et c'est bien ce que tu dis parce que c'est là où on voit que alors là, il faut que ça soit le cutman. Là, en l'occurrence, c'est l'entraîneur qui fait, comme tu dis, un peu tout. Et ça, c'est beaucoup les Mexicains. Et ça, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas forcément le cutman, les Mexicains. Alors, ça peut arriver, mais c'est souvent encore les Ouais. entraîneurs qui font office de cutman, Mm. d'entraîneur, etc. à ce moment-là. Et c'est un peu dommage. Après, c'est leur côté dur au mal, leur côté on va C'est pas faire ça. de cinéma, on est l'entraîneur. Et puis, s'il y a une blessure, je verrai à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour les cutman, parce que là aussi on parle également pour les cutman, hein, les futurs cutman en devenir, il est vrai que pensez à ça, quand vous savez que ça va être des combats très engagés, même s'il n'y a pas forcément d'hématome, de toute manière, et surtout pas de blessure à ce moment-là, et ben, ça coûte rien de glacer les zones où on sait que ce sont des zones où, où ça va gonfler assez rapidement. Et puis, et ça, c'est important. Voilà. C'est ce qu'on appelle encore une fois, Franck, hein, l'anticipation, parce que Ouais, c'est un c'est métier où ça, on doit prévention, toujours anticiper. anticipation. Et on avait un peu Carrément. eu ce débat aussi, en tout cas au MMA. Parce qu'au MMA, dans cet octogone où il y avait deux coachs qui rentraient, ou soit un coach ou un cutman, etc., maintenant, ils laissent le cutman rentrer pour faire de la prévention. C'est-à-dire que s'il y a juste un peu de froid à les mettre, eh ben, ils permettent au cutman de rentrer pour que le cutman vienne glacer un petit peu le début d'hématome. Et pas attendre que les mecs aient une tête gonflée comme ça avant de venir glacer. Et ça peut t'éviter parfois d'avoir un œil fermé, quoi. Et si tu le prends à temps, ça peut tout de suite directement diminuer et puis le combattant il reprend. Alors que direct t'es pénalisé, tu perds ton champ de vision, 50% de ton champ de vision, bah, je pense que le combat c'est plus la même, tu vois. Donc et c'est bien d'ailleurs, tu vois que, alors j'allais dire l'UFC, mais qu'en tout cas sur les règles unifiées ils aient permis maintenant de laisser rentrer le cutman, de faire un peu de prévention parce que ça évite justement d'avoir ce genre de truc. Là, dans ce cas de figure-là, avec Valdez, il n'y a pas besoin de, voilà, la question se pose pas. Le team est là. Le Cutman aurait pu spontanément le faire. Mais effectivement, il y a peut-être aussi cette pression psychologique de se dire, c'est un peu le coach le référent. Donc, j'interviens pas si le coach vraiment me le dit pas ou qu'il n'y a pas vraiment la blessure qui, tu vois, justifie un peu le fait d'intervenir. Bon, c'est toujours un peu compliqué, mais dans les combats serrés, ouais, ça peut faire une différence. Surtout qu'une fois qu'il est gonflé, après, pour vraiment le faire diminuer, pour redonner le champ de vision, c'est plus la même intervention, ça demande plus la même technicité non plus, et c'est plus compliqué surtout. Donc, c'est un petit C'est-à-dire peu, qu'après, on est obligé d'utiliser derrière ça, comment dirais-je, des techniques qu'on ne doit pas forcément faire naturellement ou normalement, où on doit essayer de faire en sorte d'ouvrir un peu plus la vision et d'aller étaler l'hématome. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à ça, c'est que soit on n'a pas fait le nécessaire avant, soit, comme tu dis, c'est un choc, comme dans le MMA, ça peut être un choc de coude, enfin, dans la boxe anglaise, un choc de tête involontaire. Et là, dans ces cas-là, l'hématome va prendre son ouais, volume immédiatement, pratiquement. Donc ça, tu peux rien faire. Mais sur des hématomes qui débutent et puis au fur et à mesure qui évoluent, si à un moment donné, il évolue plus que ça et qu'il cache la vision, là, ça veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait finalement, ou alors on n'a pas eu de chance. hum, Mais c'est à ce moment-là qu'il faut que, enfin, c'est pas à ce moment-là, mais je veux dire, c'est anticiper pour ne pas faire des choses après que on devrait ne pas faire. hum. Alors, quand je dis on devrait ne pas faire, c'est pas contre le règlement, c'est que ça peut être dérangeant pour le combattant finalement. Donc, Ouais, c'est moins agréable pour comme lui aussi, aller hein. étaler un hématome, c'est pas évident, hein, et puis ça fait mal surtout. Ouais, Hein. ouais. C'est une zone qui est meurtrie, donc voilà.
Ok, ok. Mais écoute, voilà un petit peu le zoom, ce qu'on voulait dire sur ça. Donc, n'oubliez pas, donc, prévention, hein, comme tu l'as dit pour les cutman et les aspirants. La prévention est toujours très importante pour éviter d'en arriver à des situations compliquées pour le boxeur, surtout dans des combats engagés comme là, c'était le cas lors de ce championnat du monde. De Dernier petit toute manière, sujet. Ouais, tu voulais rajouter quelque de chose, toute Laurent? manière, Franck, moi, je voulais rebondir sur un truc, c'est-à-dire que là, je m'adresse aux gens qui vont suivre et écouter nos podcasts, mais voilà, pour éviter, en tout cas, d'arriver à ce genre de choses où on ne sait pas trop quoi faire, où on fait peut-être mal les choses, bah, l'idéal, c'est de faire la formation Cutman nationaux. Et là, on va Bah vous oui, apprendre, eh oui, on va vous elle est apprendre pas là pour rien. à anticiper tout ça et à travailler sur un hématome. Et ça, c'est pas négligeable. Bah, la finalité de tout ça, c'est que c'est le boxeur qui pâtit, hein, finalement. C'est lui qui se retrouve avec la tête gonflée, c'est lui qui a plus de difficultés pour terminer son combat, plus de difficultés pour le gagner, voire même de le perdre. Donc c'est toujours dans l'intérêt du boxeur, mais effectivement, bah, d'être formé pour intervenir et déceler les moments propices pour le faire. Ok. On voulait revenir du coup sur ton petit voyage au Kosovo, Laurent, pour finir ce podcast. Donc, tu es parti donc aux côtés de Najib Mohamedi pour son combat, son dernier combat au Kosovo, dans des conditions particulières justement. On va les détailler. Mais raconte-nous un petit peu comment s'est passé ce voyage, justement les conditions particulières, que ce soit même avant le combat, pendant le combat, puisque voilà, c'était en extérieur, comme on l'a dit au début de ce podcast. Donc, raconte-nous un petit peu comment toi, tu as vécu la chose. Alors, avec Nadji Mohamedi, on devait déjà travailler depuis assez longtemps ensemble. Bon, ça, malheureusement, c'est souvent parce que je n'étais pas disponible à ce moment-là. Et tout en sachant quand même que Nadji Mohamedi, c'est une personne qui a fait notre formation, qui a fait la formation Cutman Exact. Nationaux. Ouais, ouais, Et qui est d'ailleurs Salon de diplômé Provence. aujourd'hui. Ouais, Donc ça c'est dingue. Et ça d'ailleurs, c'est super parce que c'est pas parce qu'on est combattant qu'on ne peut pas faire cette formation. Cette formation, elle peut vous apprendre aussi beaucoup de choses. Et peut-être même pour plus tard, si vous devenez entraîneur ou si vous avez peut-être même envie de devenir cutman professionnel. Hein. Ça peut être une façon de vous reconvertir après dans quelque chose qui est le même domaine que de prédilection, mais en même temps de l'autre côté de la barrière, comme on peut dire. Donc ça peut être mm, intéressant. Bref, en tout cas, lui, il l'a fait et ça, je trouve que c'est superbe, comme d'autres boxeurs l'ont fait aussi. Hein. et oui. Et voilà, donc on a enfin réussi à trouver ce moment pour travailler ensemble, donc ça c'est superbe. C'est quelqu'un que j'apprécie aussi, et puis qui est un grand champion, il faut dire les choses comme elles sont, qui boxe depuis de nombreuses années et qui a toujours su rebondir au moment où il était au plus bas ou au plus mal. Hein, il a fait des combats des fois difficiles, où il n'a pas toujours, comment dirais-je, oui, forcément, des fois, il a perdu avant la limite. Et c'est là où on voit les grands champions, c'est là où on voit les mecs forts mentalement, c'est qu'ils arrivent à rebondir derrière ça. Donc, c'est son cas, et ça, je lui tire mon chapeau, comme on dit. Là, j'ai Tu peux le bravo. faire. Voilà, là, je peux le faire parce que j'ai un chapeau. Donc, voilà, bon, bref, ça, c'était pour entrer dans comment dirais-je, la mission que j'ai eue là-bas avec lui et avec son entourage, hein, avec son entraîneur, son ostéopathe. Et voilà, donc tout s'est bien passé au Kosovo. L'accueil a été chaleureuse, hein, a été assez sympathique. On était bien logés, voilà, tout allait bien. Alors après, c'est des combats de haut niveau, donc forcément, il y a toujours des pressions un peu à gauche à droite, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'à la base, ça devait être un WBC Silver, donc qui s'est transformé en combat international finalement, en combat simple. Donc, euh, donc voilà, donc il a fallu gérer ça parce que c'est pas Mm. la même, hein, un combat à titre, un combat sans titre, c'est pas la même approche, on va dire. Donc finalement, même au niveau de la pesée, donc il devait y avoir un rules meeting. Le rules meeting, c'est pas forcément fait derrière parce que c'était un combat international classique et qu'il n'y avait plus besoin de le faire. Et c'est souvent là où on fait justement l'échange des gants aussi, où
on essaye les gants, etc. On savait pas si ça devait se faire comme ça. Alors au final, ils n'ont pas voulu se prendre la tête et se sont dit, bon, les gants, ils vont être remis dans les vestiaires le jour J. Et nous, on a dit non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ça reste quand même des boxeurs de haut niveau, même si c'est plus un titre, bah, on va quand même choisir les gants à ce moment-là, quoi. Donc, il a fallu parlementer parce que c'était pas prévu comme ça. Et finalement, on a réussi à faire en sorte de choisir les gants. Donc voilà. Alors, ça a été assez long. Ça a été, voilà, il y a eu aussi la partie adverse qui est venue aussi choisir leurs gants et tout ça. Donc, pour moi, ça a été des gants un peu compliqués. Je connaissais cette marque-là. C'était, C'était top alors, je 10, hein. crois, Ça, on avait top regardé, 10. c'était Voilà, top voilà, 10. c'était des top 10. Donc, on connaît bien parce que en amateur, c'est une marque qui est bien rentrée dans le système amateur. D'ailleurs, à l'AIBA, sur les compétitions AIBA, ils boxaient beaucoup avec des top 10. Mm. Et voilà, quoi. Donc, c'est une marque assez reconnue. Mais voilà, cette marque, enfin, ces gants de combat de cette marque-là, je sais pas, moi, un peu déçu. C'était assez pas construit, assez mou, assez. Enfin, tu vois, je sentais pas qu'il y avait beaucoup de protection dans ces gants-là. Donc, un peu délicat, assez mou, assez. Mm. Je sais pas comment expliquer ça, Franck. Tu vois, le gant un peu que Trop tu mou? manies un peu, voilà, un peu n'importe, enfin, que tu peux tordre dans tous les sens, Ouais, etc. Il n'y a pas pas de de dureté dans structure. le gant. La structure était assez, était pas très dans la protection, on va dire, de la main. Bon, bref, en tout cas, on a choisi les gants tant mieux que mal. Et puis voilà, quoi. Et c'est là où on se dit que, on est bien d'accord pour aller vite là-dessus, que tout peut arriver finalement quand on est cutman. C'est-à-dire, alors moi, je connais bien Najib, donc il n'y a pas de souci. Puis j'ai aussi également beaucoup d'expérience, donc ça va, j'arrive tout de suite à m'adapter, puis bon, bah, passer du coq à l'âne, mais assez facilement. Mais si tu n'as pas cette expérience-là, des fois, ça peut être Tu peux te laisser déstabilisant. perturber. Mm. Voilà, ça peut être déstabilisant, tout en sachant que on n'avait pas toujours les tenants et les aboutissants, donc il fallait faire en sorte, en tout cas, de rebondir dans tout ça et d'anticiper pour être, en tout cas, dans des bonnes conditions. Et le jour du vestiaire, bah, au moment où on arrive doit partir pour aller au stade, pour combattre. Alors, bien avant dans la journée, il s'était mis à pleuvoir, mais des cordes, et ça s'est pas Mm. arrêté, quoi. C'était de la folie. C'est-à-dire que même quand on quitte l'hôtel, on avait prévu de faire les bandages sur les coups de 21 heures. Donc, on part vers 20 heures tranquillement, 20 heures, 20 heures et quart. Et l'hôtel était à côté, de toute manière, hein, à côté du stade. Mais il pleuvait de fou, quoi, Franck. C'était phénoménal cette pluie-là, quoi, une averse alors qu'on était là depuis 3 jours avant le combat et il faisait une chaleur de tueur à gage comme il faisait, euh, comme il a fait tout cet été, quoi. Et ce jour-là, il pleuvait. Enfin, c'est une histoire de dingue. Et des cordes en plus. Donc, on arrive quand même là-bas dans les vestiaires. Ils devaient boxer à 22h30. Ça a pris du retard à cause de la pluie. Alors, heureusement qu'ils avaient mis des bâches. Voilà, le ring, il était au milieu de la pelouse. Et heureusement qu'ils avaient mis des bâches. Ils avaient mis des chaises tout autour. Mais les gens ne pouvaient pas s'asseoir parce qu'il pleuvait des cordes. Donc, tout le monde a été transféré plus ou moins dans les tribunes, qui étaient un peu protégées, plus ou moins, d'un côté. Et Ah, c'est voilà, là, on voit compliqué les hein, chaises quand il devant. pleut en Voilà, c'est extérieur. compliqué de regarder un combat avec cette pluie battante. Donc, la bâche recouvrait le ring et recouvrait une petite partie, on va dire, en plus du ring pour que les gens puissent justement, en tout cas les VIP, puissent regarder le combat proche du ring. Bon, en tout cas, voilà. Mais c'était de la folie. Et dans les vestiaires, finalement, on devait passer à 22h30. Et finalement, là, on a boxé, il était minuit 30. Alors, je sais pas si tu vois, mais c'était complètement compliqué. Bon, ça, tu as connu ça. Mais voilà, bon, ce qui est pas mal, c'est que quand tu as une team qui est relaxe et qui se disent, bon, bah, c'est comme ça et on n'a pas le choix, il n'y a pas besoin de s'énerver, tout se passe bien finalement. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Donc, on a pu faire notre bandage où le bandage n'a pas été vérifié. Hein, alors, le truc Ok. de fou. Alors, déjà, d'une, Franck, il n'y a pas eu de visite médicale. Déjà, c'était la première fois que je voyais ça parce que normalement, on doit passer C'est devant un obligatoire. Ouais. médecin avant le combat. Donc, ni la veille, c'est-à-dire le jour de la pesée, et encore moins le jour du combat. Bon, bref, pas de médecin. Bon, c'est comme ça. Pas de personnes qui sont venues vérifier le bandage. Alors, si, la partie adverse, comme a fait l'effort, ils sont quand même venus vérifier. Ça, je trouve Ok. que c'est pas mal. Mais voilà, il n'y a pas eu de pression à ce niveau-là.
Et les bandages ont été faits avec la manière et été respectés, que ça soit de notre part ou que ça soit de la partie adverse. Vu qu'on avait envoyé un émissaire aussi également Mm. dans le vestiaire, de l'adversaire de Najib. Donc bref, en tout cas voilà. Et le pire, c'est lorsqu'on sort du vestiaire et qu'il continue à pleuvoir, quoi, des cordes encore à nouveau, alors qu'il a plu toute la journée. Hein. Donc il faut passer du vestiaire au ring. Alors, il y avait une espèce de grande allée comme ça. Donc, on était accompagné avec des parapluies. C'est le truc de fou. Ah ouais, ouais, c'était pas couvert du coup. Ouais, ouais. C'était pas couvert. Donc, parapluie, tout en sachant que le boxeur, avec ses chaussures de boxe, marche sur la pelouse, détrempée, enfin mouillée. Enfin, on arrive donc obligé d'anticiper. Et ça, c'est bien parce que euh, Claude, l'entraîneur de Najib, a eu le réflexe de dire, tiens, on va prendre une serviette. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que c'est encore une fois le petit détail qui est important. Et je lui dis, oui, oui, de toute manière, on n'a pas le choix. Les serviettes sont là. Moi, j'ai tout prévu. Donc, t'inquiète pas, il aura la serviette. Et finalement, il a pu s'essuyer les pieds avant de monter sur le ring et d'essuyer les semelles, parce qu'on sait que c'est assez lisse une semelle de Et chaussure de ouais, boxe finalement. Et si très tu penses lisse. pas à ça, bah, peut-être que tout le combat, tu peux glisser parce que la chaussure est mouillée, parce que, enfin, tu vois, il peut y avoir euh, de mauvais appuis dus aux chaussures mouillées, donc forcément, tu vas glisser un peu comme Et ça. complètement, complètement. Et tu vois, et c'est fou, quoi. Donc voilà l'histoire. Finalement, ce petit détail a été réglé et on a boxé sous une pluie battante. Alors, effectivement, il y avait la bâche au-dessus, mais c'est pas la même. L'atmosphère est pas le même parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a une espèce de fraîcheur. Il y a plein de petits paramètres atmosphériques qui font que c'est pas simple, finalement. Ouais, c'est toujours le cas de figure de ces combats à l'extérieur, comme tu le dis, parce que alors soit tu tapes de la pluie, et donc tu as toutes les contraintes un peu, bah, justement, de semelles qui glissent, etc. Et tu vois, quand tu parles d'essuyer les semelles, ça me fait penser en sport automobile, c'est pas rare quand il y a de la pluie que le pilote, avant de monter, se fasse justement essuyer les pieds par un mécanicien pour qu'il ait pas la semelle justement glissante et voilà, parce qu'on sait qu'il y a un contact avec les pédales qui est très très fin. Et c'est aussi un sport où, voilà, où tu viens essuyer la semelle bah, là, en l'occurrence du pilote, mais là du combattant pour justement avoir évité ces problèmes d'appui. Donc c'est vrai que ces combats en extérieur, c'est cool, c'est atypique, mais il y a ces contraintes climatiques quoi, qui sont toujours à prendre en compte. Surtout en plus avec la pelouse. Alors je sais pas si là tu marchais dans la pelouse directement, ça peut être boueux. Bon, souvent ils mettent des tapis, mais ouais, ouais, il y a toujours ces contraintes un peu, même d'humidité aussi. Peut-être que la bâche elle peut avoir une espèce d'humidité qui peut rendre le truc un peu glissant. Donc, mais ça c'est propre, ouais, ça c'est propre un peu à l'anglaise aussi, au combat ou un peu pied-point, qui font parfois des combats en extérieur. Ou alors faut faire ça dans des stades couverts comme ils le font à Wembley. Là, par exemple, à Wembley, bah là effectivement t'as un peu moins de soucis. Ou même l'autre fois à Roland-Garros. Maintenant que tu as le toit, tu peux te permettre, tu as quand même un peu cette atmosphère où tu sens que tu es un peu en extérieur, mais c'est couvert, ça t'évite les problèmes de pluie. Mais là, ouais, effectivement, il y avait juste, on l'a vu, hein, juste la bâche autour du ring. Alors vous, ça va, vous étiez protégé, mais même au niveau du matériel, ça devait pas être évident de Ah ouais, travailler non, mais avec carrément, la pluie carrément. Et autour. puis, c'est vrai. Et puis c'est vrai que de toute manière, même, alors le truc de fou, c'est que dans les coins, il n'y avait pas assez de chaises par rapport au Mhm. nombre qu'on était, hein, le team. Donc, il a fallu aller chercher des chaises. Enfin, alors là, c'est pas uniquement ce jour-là et parce qu'il pleuvait. On sait que des fois, même Oh chez nous en oui, France, il n'y a pas de chaises dans pas les coins. Il besoin faut y d'être aller comme un dehors. con. Voilà, t'as pas besoin d'être dehors. Alors, soit on t'amène une chaise, ou soit on t'en amène pas, ou tu es accroupi pendant tout le combat. Enfin, t'es pas jamais dans des conditions intéressantes. D'ailleurs, justement, j'aimerais en parler à tous les organisateurs. Pensez à mettre des chaises. N'oubliez jamais une chose, c'est que à ce moment-là, les patrons sont le boxeur et sa team. Il faut les mettre dans des bonnes conditions. Et il est obligatoire d'avoir des chaises. Et souvent, c'est pas le cas. Il n'y a aucune chaise ou il y a une Hmm. chaise pour Et l'entraîneur. Mais en boxe professionnelle, on est trois, voire quatre des fois. Donc pensez à mettre la team dans de bonnes conditions. Sinon, ça peut être dérangeant. Et n'oubliez jamais que c'est des détails qui font la différence. Et n'oubliez jamais qu'on est dans un milieu professionnel. Et qui dit professionnel dit respecter ce professionnalisme.
Donc ça, c'est très important. Bref, en tout cas, voilà, donc il a fallu gérer des chaises qui étaient mouillées, les essuyer parce que personne n'allait le faire à ta place. Les chaises étaient inondées. Alors, en plus, c'était des chaises de jardin. Donc, donc, tu vois, c'était un truc de fou. Et alors après, on va pas parler du combat plus que ça parce que tout le monde a vu cette, Oui, comment dirais-je, cette tricherie. Je sais pas comment on peut dire ça, ce ouais. vol. Mascarade. J'en passe. Mais voilà, en termes de travail, c'est vrai qu'effectivement, par rapport alors le matériel, c'est vrai qu'il est là, mais en même temps, il est à moitié entre sous la bâche, sous la pluie. Hmm. Enfin, c'est très délicat et ça, il faut essayer de faire en sorte, en tout cas, de protéger au maximum son matériel. Et puis, et encore une fois, comme je le dis tout le temps et comme on le dit souvent, anticiper. Mais voilà, en tout cas, quand on arrive à ça, on arrive toujours à se démerder, à se débrouiller pour qu'on puisse faire son travail avec la manière. Hmm. Ouais, effectivement, en extérieur, c'est jamais évident, hein. On avait eu le cas aussi au Canet, il y a quelques années de ça, une réunion À faire. Brahim Asloum, On se souvient, où, Franck. ouais, où on était, bon, on y était tous les deux, et du coup, c'est vrai qu'on avait une température, il faisait très chaud, c'est très très 40, chaud, je crois. C'était ouais, 40 c'était degrés très ici. très chaud. Il y avait des Bien sûr. moustiques aussi, des moustiques, mais c'était mais vraiment mais blindé de moustiques. Il y avait des, enfin, moustiques ou moucherons, mais vraiment, c'était impressionnant, quoi. On se disait, mais comment ils vont combattre avec autant de moucherons Ouais, autour, quoi. ouais, je me souviens. Ouais. C'était, ah ouais, c'était impressionnant. Il y en avait partout sur la bâche. C'était vraiment assez ouf. Et effectivement, la chaleur, bah, déjà pour les boxeurs, bien les rafraîchir, même pour eux, c'est pas forcément l'idéal. Et après, mais au niveau du matériel, hein, c'est vrai que tu vas avoir les vaselines, etc. Ça peut, voilà, il y a quand même une influence finalement de l'environnement extérieur sur le matériel, sur bah, un petit peu les boxeurs, forcément, la façon de travailler. Et c'est vrai que les organisateurs aiment bien ces cadres un petit peu atypiques, puis des fois ça permet d'accueillir plus de monde. Mais voilà, il faut toujours prendre en compte que ça peut poser différentes contraintes. Je crois qu'il n'y avait même pas de bâche ce jour-là, j'ai un doute. Bon, on était dans le sud, donc forcément, Ouais, je suis il y a pas quand même sûr un de peu ça, moins de moi non plus. risques. Mais, Pas sûr de ça. euh, mais en tout cas, ouais, les moucherons, parce qu'après, voilà, la nuit est tombée, donc il y avait les projecteurs et énormément de moucherons, une température élevée. C'était effectivement pas évident. Les combats comme ça en extérieur, c'est jamais évident. Mais bon, encore une fois, on le répète, hein, on le souligne à chaque fois, s'adapter, hein, s'adapter et toujours, bah, voilà, hein, se tenir prêt en cas de forte chaleur, pluie. On n'a pas eu la neige encore. Ouais. Au niveau de la température, c'est que c'est vrai que tu boxes dans un environnement où tu es un environnement pardon, extérieur, où il y a une chaleur de tueur à gage, c'est pareil, il faut anticiper, il faut beaucoup de glace, il faut beaucoup rafraîchir, il faut laisser le boxeur récupérer au maximum. Enfin voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça à respecter. Et puis quand tu boxes dans un environnement comme moi au Kosovo avec Nadji Mohamedi, où là il pleut, où il y a quand même une certaine fraîcheur. Donc s'il y a une fraîcheur, il n'y a peut-être pas besoin de glacer aussi, plus Mm. que ça. Et c'est là où tu te dis, la glace, elle me sert pour des moments bien précis, pas mettre de la glace pour mettre de la glace, parce qu'on le voit trop souvent des fois ça aussi. Ouais. On est là à foutre de la glace. Alors la glace aussi, c'est permet aussi de rafraîchir aussi le boxeur dans des moments où il fait très chaud. Alors je parle pas des hématomes, ça c'est encore une autre histoire, mais voilà, on l'utilise aussi pour en prévention, etc. Mais voilà, quand il fait très frais, peut-être que c'est peut-être pas la peine de rajouter. Donc moi j'avais de la glace, juste ce qu'il fallait, mais j'ai essayé le moins possible de glacer parce que ça servait à rien. Il y avait une espèce de, tu sais, de fraîcheur comme ça, Ouais, avec cette pluie. déjà Et ce ambiance. stade, tu sais, il y a beaucoup de courant d'air en plus dans un stade, tu vois. C'est fou. Et Najib, lui, c'est quelqu'un qui ne s'assoit jamais. Ok. Il y a deux choses, c'est qu'il ne s'assoit jamais. Et sauf, et là, ça avait été déterminé avant, s'il y a une blessure, forcément, il est obligé de s'asseoir pour que le cutman puisse quand même faire son travail dans de bonnes conditions. Mais c'est pas évident de travailler sur quelqu'un qui est debout tout le temps. C'est pas toujours simple parce qu'on a Pas la plus même l'habitude méthode, de ouais. travailler avec quelqu'un qui est en bas, enfin qui est assis. Et puis c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui enlève son protège-dents aussi. Tu vois. Il y a des choses qu'il n'aime pas, comme moi j'aime bien mettre la petite serviette sur la tête, souvent un peu fraîche.
lui, il déteste ça. Donc, et il y a des fois, et il y a eu un moment où j'ai eu le réflexe de le faire, tu vois, de mettre ma petite serviette, parce que j'ai tellement l'habitude de le faire. Et finalement, il me l'a tout de suite enlevé en me disant non, c'est bon, je t'avais dit que la serviette, on la mettait pas. Donc, tu vois, c'est assez drôle. Tu travailles des fois dans des petites conditions comme ça qui sont différentes des fois par moment. Bah ouais, ouais, non, mais c'est clair. Faut toujours s'adapter finalement, que ce soit à l'environnement ou au boxeur avec lequel on travaille, ou à la boxeuse avec laquelle on travaille. Bah super, merci Laurent pour ce partage, ce premier insight finalement de notre podcast Catman Story. On va s'arrêter là. Tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on termine? Bah écoute, c'est notre deuxième podcast. Je trouve ça très sympa, très agréable. C'est plus quelque chose d'agréable qu'autre chose. Et si on peut réussir à vous faire partager des choses sur tout ce qu'on dit et vous amener à une réflexion, et puis bah écoute, ça serait un grand bonheur. Et puis nous, on a maintenant tellement l'habitude de travailler ensemble, Franck. Et puis surtout ne pas oublier que nous avons deux formations, Qui une le arrive, 31 et 31 septembre au 1er octobre sur 30 septembre, Lorient, 1er hein, et octobre, en ouais, plus Lorient. c'est une première, je crois, hein, c'est ça, hein, C'est ça, première en avec Bretagne, ouais. Première à Lorient, première en en Bretagne. Bretagne et au niveau de la fédération aussi avec laquelle on travaille, qui est C'est ça, organisé par le SKO, donc sous l'égide de la FFKMDA. Donc, voilà, mais tout à ouvert fait. toujours à tout public. Donc, Voilà. première en Bretagne. Il nous reste des places encore, hein, Ouais, il reste encore des places. Si vous voulez vous inscrire, bah, rendez-vous sur le site fcn-formation.com. Et puis après, il y aura une autre session sur Aubervilliers, le week-end d'après d'ailleurs, le 7-8 octobre. Donc n'hésitez pas, pareil, il reste encore des places. Donc pour tous ceux qui souhaitent bah, se former au métier de cutman, n'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir un petit peu, hein, parce que là c'est vrai que dans ce podcast on est toujours assez sommaire. On peut pas tout expliquer et tout décrire comme ça. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. On sera ravis de vous y accueillir. et tout en sachant aussi, Franck, que normalement on attend le feu vert, hein, parce que tout n'est pas encore bien réglé à ce niveau-là, mais il y aura certainement une autre formation sur Paris au mois de décembre, pardon. Au mois de décembre, ouais. Ouais, ouais. Hein, au mois de décembre, et on l'annoncera peut-être prochainement dès que tout sera ficelé. Voilà, et pour l'année 2024, je pense qu'on va aussi mettre en place des formations aussi tout au long de cette année-là, et bien avant les Jeux d'ailleurs. Donc voilà, donc il y aura de la place pour tout le monde. Et n'oubliez surtout pas que c'est une formation diplômante et reconnue par deux fédérations qui sont les plus La grosses FF fédérations Box aujourd'hui. et Voilà, la FMMAF. tout à fait. Eh ben, on vous y attend nombreux. Laurent, merci encore. On vous Merci à dit toi, Franck. à très bientôt. Et puis à très bientôt aussi pour tous ceux qui se sont déjà inscrits à la formation ou qui le feraient très bientôt. Ciao tout le Super, monde. merci à toi, Franck. Merci. À bientôt Laurent. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.